Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement et l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à ce rendez-vous donc de Public Sénat avec l'AFP, avec Les Échos et avec Radio Classique, médias représentés ce soir par Lucille Bréau et Marc Préel. Bonsoir. Bonsoir. Il y a bientôt un an, Emmanuel Macron était donc élu. Aujourd'hui, les interrogations se font pressantes sur les tensions sociales et vous répondrez donc au cours de cette émission à trois grandes questions. 1. Est-ce par crainte qu'Emmanuel Macron lance la bataille de la com avec pas moins de 2 émissions télé dans la semaine? 2. Le pouvoir oublie-t-il les classes populaires? C'est un reproche qui vient de la gauche comme de la droite. Enfin 3. Y a-t-il du tangage dans la majorité autour de la réforme des institutions ou encore du projet de loi Asile-Immigration? Mais d'abord, Benjamin Griveaux, une toute première question d'actualité. La France fait partie des pays qui ont demandé ce soir la réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après les nouvelles frappes chimiques épouvantables en Syrie. Est-ce que pour Paris, la responsabilité du régime de Bachar el-Assad et de ses alliés ne fait désormais aucun doute? Vous le savez, le président de la République a échangé suite à ce qu'il est intervenu à la Routa ce week-end et vous rappeliez le caractère épouvantable et abominable des images que nous avons vues. Il a échangé avec le président Trump cette nuit. Ils ont convenu de donner instruction à leurs équipes respectives de pouvoir approfondir les échanges dans les prochains jours. Et ce soir se réunit à 21h heure de Paris une importante réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui permettra, nous l'espérons, de prendre des décisions. La ligne rouge, il l'a marquée dès le mois de février et il a rappelé que si l'utilisation d'armes chimiques était avérée, eh bien cela appellerait une riposte. Vous dites toujours si, donc il y a pour une vous, ça n'est pas encore il y a une réunion avéré. du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tient ce soir à 21h heure de Paris. Nous en saurons plus à l'issue de cette réunion. Est-ce que vous avez des preuves aujourd'hui? Effectivement, Emmanuel Macron, il a toujours dit « Nous n'interviendrons que si nous avons des preuves qu'il y a une utilisation d'armes chimiques ». Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'apporter ces preuves? Il faut que tous les moyens qui puissent être mis en œuvre pour déterminer si oui ou non il y a usage d'armes chimiques puissent être mis à la disposition des enquêteurs. À ce stade, les informations dont nous sommes en possession confirment a priori l'utilisation d'armes chimiques. Ah d'accord. Donc on s'oriente donc vers l'utilisation de la force à nouveau, répliquée. À nouveau, si cette ligne rouge s'avérait être franchie, il y aurait une riposte comme le président de la République s'y est engagé à maintes reprises. Donald Trump l'avait déjà fait une fois, de bombarder le régime syrien après un incident similaire. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Finalement, les effets avaient été... C'est pas un incident. C'est la violation caractérisée du droit international et notamment de l'interdiction d'utilisation d'armes chimiques et en particulier sur des populations civiles. Les images qu'on a vues hier soir en attestent, l'usage contre des civils, des femmes, des enfants, des jeunes adolescents. Et donc, il y a déjà eu des frappes, vous le rappeliez, le président Trump avait frappé l'année dernière. Si cela devait s'avérer à nouveau être le cas, il faudrait frapper. Est-ce que c'est cela qui permet de sortir du conflit terrible que connaît la Syrie depuis maintenant cette année? Sans doute pas, mais si cela permet de mettre à mal des installations qui permettent de produire des armes chimiques ou de les militariser ou de les utiliser, eh bien, c'est sans doute bonne décision. Est-ce qu'Israël a proposé à la France d'être associée aux frappes de la nuit dernière justement contre des interventions militaires? Je ne dispose pas de cette information. D'accord. Et le ton monte très fort, on le voit, du côté russe, où à Moscou, on met en garde contre un risque pour la paix mondiale en cas d'intervention occidentale en Syrie. Est-ce que vous tenez compte de ce contexte très tendu? Est-ce que la France serait prête à s'engager dans ce contexte? La France est prête à s'engager simplement sur le respect du droit international, comme le président de la République l'a toujours rappelé dans toutes ses interventions, encore au mois de septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est le multilatéralisme et le respect du droit international qui doit primer toute position et toute décision politique en matière internationale pour notre pays. Alors, encore une question d'ordre international. À l'occasion de la visite à Paris du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, des ONG dénoncent aujourd'hui les ventes d'armes à Riyad, possiblement d'ailleurs utilisées au Yémen. Qu'est-ce que vous leur répondez? Leur dire d'abord que lorsque nous recevons des dignitaires étrangers,
rien n'interdit d'avoir des discussions avec eux sur différents sujets, que ce soit Oui. les droits de l'homme ou autres. Non, en Que cas- dans le c'est cas d'espèce, là là, un partenaire commercial important pour la France, qu'il y a une industrie en France importante avec des milliers d'emplois à la clé sur cette industrie particulière qui est l'industrie de l'armement. Mais cela nous commande quand même de ne pas non plus fermer les yeux. Il y a des accords internationaux, des Pas dire engagements. qu'on ferme les yeux à nouveau, mais que sur l'utilisation de la diplomatie économique pour restaurer l'influence de la France dans certaines zones du monde, eh bien c'est un élément important de notre diplomatie et que notre industrie a aussi besoin de pouvoir trouver des débouchés sur ces marchés. Donc les ventes d'armes, c'est un motif de fierté, d'efficacité, d'influence, et puis c'est un outil économique important. À nouveau, tout dépend à qui vous vendez les armes, la manière dont elles peuvent être utilisées par la suite, etc. Et donc, en l'occurrence là, il y a un intérêt clair pour l'industrie française de pouvoir procéder à ces échanges de nature commerciale avec l'Arabie Saoudite. La suite de l'épreuve de vérité tout de suite avec la question que va vous poser Lucille Bréau. Lucille ? Alors, elle est assez simple. Emmanuel Macron va être très présent sur nos écrans cette semaine. Sur TF1, jeudi, le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Sur BFM Télé, dimanche, 2 heures de direct. Est-ce que c'est par crainte, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, dans le pays, qu'Emmanuel Macron lance cette bataille de la communication ? C'est pas une bataille de la communication. Vous savez, le président de la République, il a parlé aux Français depuis le premier jour de son mandat. Alors, pas toujours sur des plateaux télé, mais il fait beaucoup de déplacements. Et quand il se déplace, il n'y a pas des cordons de sécurité autour de lui qui l'empêchent d'avoir des échanges. On l'a vu au Salon de l'Agriculture, on l'a vu encore la semaine dernière lorsqu'il était à Rouen, on l'a vu à Clermont-Ferrand, on l'a vu dans beaucoup d'endroits où il a un contact direct avec les Français. Et il a souhaité pouvoir avoir cette relation directe cette semaine à 2 reprises dans des formats différents et donc avec sans doute des auditoires différents dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut et puis dans un échange avec Mediapart et BFM, vos confrères, dimanche soir. Ça n'est pas une bataille de la communication. Le président de la République, il est là pour pouvoir parler aux Français librement et pouvoir expliquer en permanence la politique que nous conduisons et sur laquelle nous avons été élus. Le Monde dit aujourd'hui son silence était devenu assourdissant. Est-ce qu'il y avait vraiment une prise de conscience à avoir, de se dire maintenant le chef de l'État doit parler ? On a vu qu'Édouard Philippe est monté au front énormément. Ce qui est assez troublant, c'est que quand il ne parle pas, c'est de la déconnexion, et quand il parle, c'est de la communication. Alors, moi, je suis un peu, vous voyez, circonspect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon choix. Donc là, il fait le choix de s'exprimer sur des plateaux, très bien, mais il s'exprime régulièrement, et à maintes reprises, il l'a déjà fait, en direct, mais là, avec il y a les une Français lors de ses déplacements. Là, il y a une intention particulière, coup sur coup, j'ai envie de dire. Hein. Mais il y a un travail d'explication et de pédagogie. Nécessaire. Qui est nécessaire. C'est toujours nécessaire d'expliquer les choses et de faire de la pédagogie. Nous n'en avons jamais fait assez. Est-ce que c'est du moins la fin définitive de ce qu'on a appelé l'ère jupitérienne, où le président n'avait pas trop envie de parler dans les médias, où il essayait de travailler sur d'autres moyens d'expression, de devenir plus présidentiel? Est-ce que là, finalement, c'est une façon de dire on a besoin de cet exercice? Je ne sais pas si on a besoin de cet exercice, mais il a toujours eu pour principe de s'exprimer sur des supports différents. Et il l'a fait quand il était candidat, dans le cadre de l'élection présidentielle, en allant sur des supports assez inédits pour des campagnes électorales, disons, traditionnelles. Et donc, je crois qu'il veut maintenir cette relation qu'il a su nouer avec les Français à travers des supports médiatiques qui sont très différents, entre un 13h et puis un exercice de 2 heures avec 2 intervieweurs. Ce sont des formats différents auprès d'audiences différentes. C'est, je crois, avec ça qu'il souhaite pouvoir renouer ce qu'il avait fait dans le cadre de la campagne présidentielle. S'il ne parle pas par crainte, est-ce que vous qualifiez aujourd'hui le climat de l'exécutif avec les grèves, les facs, la SNCF bien sûr, on va en parler, est-ce que vous qualifiez ce climat de serein pour l'exécutif? Mais vous savez, nous on est extrêmement concentrés sur la tâche que nous a confiée le président de la République, à savoir transformer le pays. Et c'est au fond le mandat que nous ont confié les Français. Donc on est serein, on est à l'écoute, on est attentif, on n'est pas sourd à ce que disent les cheminots, ce que disent d'ailleurs de manière très différente les personnes dans les hôpitaux, ce que disent quelques très minoritaires groupuscules dans les universités qui d'ailleurs bien souvent ne sont pas des étudiants. Donc nous faisons la différence entre des revendications qui ont des natures très hétérogènes et des modes d'expression très hétérogènes. Mais on travaille, et d'ailleurs la ministre des Transports sur le cas de la SNCF reçoit les organisations syndicales, travaille, le débat parlementaire va s'ouvrir cette semaine sur le nouveau pacte ferroviaire. Donc nous procédons par étapes.
Oui. On écoute, on est attentif, et puis on tranche. Alors voyons les résultats du sondage OpinionWay pour l'épreuve de vérité. Vous allez découvrir les résultats. 54% des Français considèrent que la grève des cheminots n'est pas justifiée. 45% la jugent justifiée. C'est quand même un chiffre élevé, même s'il est minoritaire. Deuxième question. 56% approuvent la fermeté du gouvernement. Alors vous allez peut-être trouver des encouragements dans ces résultats, mais écoutez ce que dit le spécialiste des relations sociales, Bernard Vivier. Eh bien, il vous interpelle, monsieur le porte-parole. Réformer la SNCF, c'est remettre à flot une entreprise qui est en déficit grave et chronique. Mais réformer la SNCF, c'est aussi mettre en avant tous les atouts de la SNCF, la fierté cheminote. Ces derniers éléments ne sont pas suffisamment mis en valeur. Est-ce que la communication du gouvernement est bien au rendez-vous de ce que les cheminots attendent, de considération pour leur métier, et l'opinion publique pour leur attachement au rail, à un élément du patrimoine français? Alors, par définition, je réponds aux enquêtes, puis après à M. Vivier, mais sur les enquêtes, on n'a jamais pris nos décisions, on n'a jamais fait nos grands arbitrages en ayant les yeux rivés sur les enquêtes. Donc, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, qu'elles valident ou pas, c'est pas ça notre boussole. Notre boussole, et en l'occurrence sur la question de la SNCF, c'est d'avoir demain une grande entreprise publique française qui soit en capacité de faire face à une ouverture à la concurrence que nous n'avons pas décidée, qui a été décidée dans le quinquennat précédent. Et d'avoir surtout un service public ferroviaire qui rende des services à moindre coût et avec une meilleure qualité de service pour les usagers. Et moi je le dis, nous n'avons jamais attaqué les cheminots. Personne ne peut considérer raisonnablement que la dette de la SNCF, c'est la responsabilité exclusive des cheminots. Personne n'a jamais dit ça au gouvernement. Je vous mets au défi de trouver l'expression d'un ministre, d'un membre du gouvernement allant en ce sens. Nous, on a le plus grand respect pour les cheminots. Mais ce qu'on veut dire, c'est que si on ne procède pas à cette transformation de la SNCF, il y a un risque pour l'entreprise publique de ne pas être en capacité de faire face une fois la concurrence ouverte. Mais là, le risque, là, vous avez entendu, c'est de négliger les corps intermédiaires. Mais on avait Laurent Berger de la CFDT à votre place il y a quelques temps qui disait justement qu'avec Macron, il n'y a pas de négociation syndicale, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Non, il y a des négociations. Prenez les ordonnances sur le marché du travail. Il y a eu plus de 300 heures de négociations l'été dernier auprès de Muriel Pénicaud. Là, nous avons commencé avec les assises de la mobilité à l'automne dernier pour parler du ferroviaire. Ensuite, il y a eu le fameux rapport Spinetta. Et depuis le rapport Spinetta, des dizaines de réunions avec la ministre des Transports qui ont par exemple permis de déposer à l'Assemblée nationale des amendements sur l'ouverture à la concurrence. Donc il y a des sujets. À quelle date cela peut entrer en vigueur, sur la question du statut aussi, sur la question de la gouvernance. Donc tout ça se discute. C'est normal. Que ça suscite des inquiétudes, des interrogations, des angoisses, c'est parfaitement légitime. Mais elles sont aussi le fruit d'absence de choix des 20 dernières années sur des sujets aussi structurants que le rail français. Mais justement, tout de même, est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode? Est-ce que vous l'avez suffisamment bien expliqué, cette réforme qui arrive? Par exemple, on parle beaucoup du statut du cheminot. Qu'est-ce que ça apporte aux usagers, finalement, la fin de ce statut? Mais la fin du statut, et je le rappelle, pas pour les cheminots qui sont sous statut. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont été embauchées sous statut le resteront. Pour les nouveaux entrants. Il n'est pas question de rompre le contrat moral passé entre l'État, l'entreprise publique SNCF et les cheminots. C'est normal. Ce ne serait pas d'ailleurs une bonne manière de procéder. Mais en revanche, considérer qu'il faut mettre sans doute un peu plus d'agilité et de souplesse pour les recrutements à venir n'est pas une mauvaise chose. Vous avez aujourd'hui des situations aberrantes où vous avez des jeunes qui sont bien qualifiés, qui voudraient pouvoir rentrer et qui, parce qu'ils ont d'abord une expérience professionnelle, si vous les mettez sous statut, ils vont rentrer à des salaires inférieurs, à un niveau inférieur que ce qu'ils ont déjà pu prouver dans d'autres fonctions. Donc on voit bien qu'il y a des rigidités internes au statut. On ne le remet pas en cause pour les gens qui sont sous statut, mais en revanche, pour les nouveaux recrutés, ce sera le cas. Et il y a déjà à la SNCF 25 à 30% des personnes qui ne sont pas sous statut. Et où ça fonctionne. Vous parliez de la dette. Est-ce que, pour l'instant, le gouvernement a dit on verra comment se passe la concertation et on décidera ensuite quelle partie de la dette, ou si on reprend une partie de la dette. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, comme signal vis-à-vis des cheminots, dire on se soucie de l'avenir de l'entreprise, on est prêt à prendre une partie et le faire dès à présent? Mais on a dit, et le Premier ministre l'a dit dès ses premières interventions il y a quelques semaines, la question de la dette, elle est évidemment importante. Et l'État prendra sa part de responsabilité. Mais il faut aussi que l'entreprise ait donné des gages sur sa capacité à se transformer, à se réformer. Parce qu'une entreprise publique qui aujourd'hui perd 3 milliards d'euros par an,
et dans laquelle on injecte quand même 14 milliards d'euros par an. C'est autant que la police et la gendarmerie réunies. Une entreprise qui perd 3 milliards d'euros par an, si on éponge la dette, mais qu'on ne fait pas les transformations dans l'entreprise, elle continuera à perdre 3 milliards d'euros par an. Et la dette qu'on aurait épongée, elle se reconstituera très vite. Donc l'objectif, c'est d'avoir d'abord une question sur comment est-ce que l'entreprise se transforme en interne pour permettre de minimiser le poids de la dette et de faire les transformations nécessaires. Et l'État prendra ses responsabilités, mais ça a été dit et rappelé par le Premier ministre à maintes reprises. Dire qu'au moins vous prendrez une partie quoi qu'il arrive. Les discussions vont se poursuivre. À nouveau, cette semaine, auprès d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, et je ne doute pas que cette question sera sur la table. Mais elle a été directrice de la stratégie de la SNCF. Vous avez dit qu'il y a des responsabilités, effectivement, qui remontent au passé. Elle n'a pas une responsabilité, elle la voilà ministre aujourd'hui. Elle l'a été il y a déjà longtemps. Je vous le dis, dans les années 2000. Responsabilités vis-à-vis de la SNCF, ce sont les gouvernements successifs depuis 25 ans qui sont responsables de l'état de la SNCF et des choix qui ont été faits. Quand on a préféré les lignes à grande vitesse, parfois pour faire plaisir à certains élus ou pour satisfaire certains élus locaux, et ce n'était pas peut-être les meilleurs choix qui ont toujours été faits, au détriment des lignes du quotidien, on se retrouve aujourd'hui avec 200 000 voyageurs TGV par jour, où les lignes TGV fonctionnent très bien, faites Paris-Lyon en 2 heures, Paris-Lille en 1 heure, Paris-Marseille en 3, c'est formidable, mais avec des lignes du quotidien qui transportent 4 200 000 de nos concitoyens chaque jour, qui ne fonctionnent pas. Nous, c'est sur ces lignes du quotidien qu'on veut mettre le paquet. Notre-Dame-des-Landes, maintenant. On a vu une intervention musclée ce matin qui était attendue, fin de la trêve hivernale, ça veut dire le début des expulsions. Est-ce que ces expulsions, elles valent avertissement pour ceux qui seraient tentés de s'installer ailleurs? On connaît le cas de Bure qui va à un moment donné aussi se poser. Est-ce que ça vaut avertissement? Est-ce que c'est une méthode qu'il faut dupliquer à un moment donné sur les autres ZAD potentiels? C'est simplement le respect de l'état de droit. Vous avez des personnes qui occupent des terrains de manière illégale puisqu'ils n'ont pas de titre de propriété. Et qui sont là, très clairement, pour en découdre avec les forces de l'ordre. Et ça fait 10 ans que ça dure. Il y avait déjà eu une opération qui avait été tentée il y a quelques années, qui n'avait pas été couronnée de succès, c'est un doux euphémisme. Et bien là, nous faisons simplement respecter l'état de droit. C'est ce à quoi nous nous étions engagés lorsque nous avons pris la décision de ne pas réaliser l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais de lui préférer l'extension de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Nous avons dit que nous ferions de la concertation, qu'on respecterait la trêve hivernale, parce que nous nous inscrivons strictement dans l'état de droit. Une fois la trêve hivernale terminée, il est normal de pouvoir procéder à ces expulsions de terrains qui sont occupés, je le rappelle, de manière parfaitement illégale. Alors il y a une autre intervention qui a suscité la polémique aujourd'hui, c'est l'intervention des forces de l'ordre dans la fac de Nanterre. Est-ce que c'est une stratégie que vous défendez? Est-ce que ce n'est pas aller trop loin alors que le mouvement dans les universités était récent? Mais le mouvement dans les universités n'est bien souvent pas le fait des étudiants eux-mêmes, mais de personnes souvent extérieures à l'université. Et l'université ne doit pas être le lieu d'expression d'un troisième tour de l'élection présidentielle ou de contestations qui n'ont rien à voir avec l'avenir des étudiants. Rien. Rien à voir avec la réforme portée sur l'enseignement supérieur, mais bien souvent sont le réceptacle de contestations finalement de la politique conduite par le président de la République. Il y a des modes pour contester la politique conduite par le président de la République. Manifestations, des grèves, on le voit, et elles sont parfaitement légitimes. Mais ça n'est pas le lieu à l'université d'être bien le réceptacle d'autres luttes. Donc ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire dans d'autres facultés. Mais non, pas à l'université. À nouveau, c'est instrumentalisé par des factions très politisées et bien souvent. La question portait sur l'intervention policière. L'intervention policière, par exemple à Tolbiac, où le président dit qu'il est en train de voir se constituer une ZAC universitaire dans son établissement. Il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays. Mais est-ce qu'il faut envoyer les CRS pour autant dans les facs, pour les débloquer aujourd'hui? Ça s'évalue au cas par cas, mais il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays. Et à nouveau, ceux qui illégalement et souvent au détriment des étudiants, parce que je rappelle que dans les universités, vous avez 40 à 50 000 étudiants et vous en avez 150 qui bloquent un amphi. Et quand je dis 150, c'est souvent bien minoritairement des étudiants eux-mêmes. Ça n'est pas logique. Il faut que les examens puissent se faire dans de bonnes conditions. La ministre de l'Enseignement supérieur a pris l'engagement que ce serait le cas et que les étudiants puissent suivre les cours le plus normalement du monde, parce que c'est l'immense majorité d'entre eux ceux qui le souhaitent. Vous demandez le respect de l'état de droit. Qu'est-ce que vous pensez des profs, des enseignants dans les facs qui refusent de siéger dans les commissions d'examen des dossiers des bacheliers dans le cadre du nouveau Parcoursup? Est-ce qu'ils sont donc là hors la loi? Je considère que quand on est un fonctionnaire, la première des règles, c'est de respecter la loi. Donc voilà, ça appelle des sanctions. En tout cas, la première des règles quand on est un fonctionnaire de la République, c'est de respecter la loi et le droit. La suite de l'épreuve de vérité avec la question que va vous poser maintenant Marc Préel.
Alors, Monsieur le ministre, c'est un reproche, comme le disait Michel, qu'on entend à droite comme à gauche, peut-être un peu plus à gauche. Le gouvernement oublie les classes populaires. Il oublie, à droite, on entend plutôt les classes rurales, la France périphérique, et à gauche, les gens modestes qui voient l'impôt sur la fortune, la réforme de l'impôt sur la fortune, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds que souvent, depuis 20 ou 25 ans, à gauche comme à droite, on considérait qu'on faisait une bonne politique sociale quand on faisait la politique du carnet de chèques. Et que penser qu'une bonne politique sociale se résume à faire des chèques aux gens, c'est être bien méprisant à l'égard des Français. Il y a évidemment un sujet de pouvoir d'achat. On a baissé les cotisations sociales sur le travail pour que le travail paye plus. On a supprimé avec la CSG, parfaitement assumé. On a la taxe d'habitation qui sera baissée pour 30% de son montant pour 80% des Français dès le mois d'octobre. Et puis, il y a des revalorisations qui sont historiques. Il n'y a jamais eu de revalorisation dans ces montants-là, ni du minimum vieillesse, ni de l'allocation adulte handicapé, ni du complément mode de garde. Pour une mère célibataire avec 2 enfants, le maximum autorisé, là, c'est 138 € de plus par mois depuis le 1er avril. Mais ça, on n'en parle pas. Et je vais vous dire ma conviction, c'est qu'il était indispensable. Si les gens n'entendent pas ce discours. Il était indispensable de faire cela. Mais ce qui est encore plus indispensable, et une vraie politique sociale, et des vrais marqueurs d'une bonne politique sociale, c'est ce qu'on a fait dans l'éducation en divisant par 2 le nombre d'élèves par classe. Parce que des mômes qui, à la fin du CE1, ne savent pas lire, écrire et compter, on sait que ce sont les décrocheurs scolaires qu'on a après. C'est la police de sécurité du quotidien dans les quartiers populaires, dans les quartiers qui sont délaissés par la République. C'est la suppression de la taxe d'habitation. Moi, je suis quand même amusé. Quand j'entends, pour être clair, les Républicains à l'Assemblée nationale nous dire, la main sur le cœur, qu'ils sont les défenseurs des territoires qui souffrent, et qu'ils votent contre la suppression de la taxe d'habitation, qui est l'impôt le plus injuste pour les territoires en difficulté, parce que vous payez plus de taxes d'habitation dans les territoires en difficulté que dans les territoires qui vont bien. Il n'y a pas beaucoup de cohérence là-dedans. Et donc, une politique sociale, c'est certes du pouvoir d'achat, faire en sorte que le travail paye mieux, mais c'est aussi toutes ces politiques de long terme, reconquérir les quartiers populaires par la police, l'éducation qui est au cœur, et toutes ces mesures-là, elles étaient dans le budget. Ils ne les ont pas votées. Alors vous êtes contre la politique du carnet de chèques. Lucille a une question à ce sujet. Oui, parce que il y a quand même des choses qui vont mieux. On parle de retour de la croissance. On a même parlé pour certains de cagnotte à redistribuer. Il y a un moment, c'est toujours non pour cette cagnotte à redistribuer. Il faut toujours plus résorber le déficit. Dans un pays qui a 2200 milliards de dettes, dans un pays qui a 70 milliards de déficit, il faut être tombé sur la tête pour penser qu'il y a une cagnotte. Je suis désolé de le dire comme ça. Il n'y a pas de cagnotte dans un pays qui, chaque année, a un déficit de 70 milliards et a 2200 milliards de dettes. Mais la trajectoire budgétaire s'améliore. Mais c'est ce que nous laissons à nos enfants. Et il faut assumer de faire ce choix-là. C'est le seul choix responsable. Les choix que nous faisons aujourd'hui, nous ne les faisons pas pour nous, faisons pour la génération d'après. Et notre mission, et la raison, moi, de l'engagement qui est le mien, politique, c'est de faire en sorte que nous laissions à nos enfants et aux générations qui viennent un pays dans un meilleur état que nous l'avons trouvé et des finances publiques dans un meilleur état. Et vous savez pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas envie que parce que les taux d'intérêt peuvent demain remonter, eh bien, ce soit les marchés financiers et les taux d'intérêt qui dictent les priorités politiques du gouvernement. Si demain, les taux remontent, eh bien, le premier budget de l'État, ça va être le remboursement des intérêts de l'emprunt. Moi, je veux que le gouvernement de notre pays puisse faire le choix de mettre le paquet sur la santé, sur l'éducation, sur la police, peu importe, mais que ce soit des choix politiques qui ne soient pas imposés par les marchés. Alors, vous voulez une France qui marche mieux sur ce thème. Écoutez ce que disait hier Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du PS. La promesse de la présidentielle, c'était de mettre la République en marche. Le résultat, 10 mois plus tard, c'est que le gouvernement transforme progressivement la République en marché. Alors, que lui répondez-vous, la République ? Les bons mots ne font pas un projet politique. Donc c'est bien, il fait un effet de tribune, il fait un effet de style. Mais quid du projet politique ? Écoutez, le Parti socialiste est en train de vivre un naufrage. J'ai bien écouté ce qu'a dit Olivier Faure hier sur la révision constitutionnelle. Je vous engage à relire toutes les contributions de tous les congrès du Parti socialiste depuis 30 ans, quelles que soient les sensibilités. Ils étaient tous favorables à la baisse du nombre de parlementaires. Ils étaient tous favorables à l'introduction d'une dose de proportionnelle pour meilleure représentativité des minorités. Donc, ils ont, depuis 30 ans, écrit dans tous leurs textes que la réforme que nous sommes en train de proposer était la bonne. Et là, parce que c'est nous qui la proposons, on a compris hier qu'il ne la voterait pas. Donc il a fait le choix, lui, contrairement à ce qu'il pouvait... Il a fait le choix du parti d'être à gauche toute dans l'opposition. Il a fait le choix de son parti plutôt que de son pays. Et là, c'est une faute pour vous.
Après, les Français apprécieront, c'est pas à moi d'apprécier, mais je crois qu'au regard de l'impérieuse nécessité des temps que nous vivons et de la situation que traverse notre pays, économique, politique, social, il est temps de choisir son pays et de préférer son pays à son parti. Et en même temps, j'ai envie de dire, pardonnez-moi la formule, Emmanuel Macron décroche dans les classes populaires. On le voit baromètre après baromètre, on voit qu'il y a quelque chose qui se crée. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'expliquez? Et comment est-ce qu'on remédie à ça? Comment est-ce qu'on arrive à leur parler? Il y a beaucoup d'impatience dans les classes populaires de notre pays. Et il y a beaucoup d'impatience parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Pas depuis 5 ans seulement, mais depuis de très nombreuses années, voire des décennies. Et la promesse principale, c'est sans doute la promesse de protection qui n'a pas été satisfaite. Et où l'Europe a une part de responsabilité. Elle a raté la protection de nos concitoyens et nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, ont considéré qu'elle était plutôt un facteur de risque supplémentaire pour eux qu'une chance, qu'une protection. Ce sera un des débats d'ailleurs intéressants de l'élection européenne qui se tiendra l'année prochaine. Mais donc ce combat-là, il ne va pas se gagner sur une mesure magique ou sur une mesure très cosmétique. Cette bataille-là, elle se mène dans les quartiers, elle se mène auprès des gens qui sont en grande précarité. C'est la question de l'école, c'est la question de la sécurité, c'est la question des transports du quotidien. Quand on veut défendre les couches populaires, on soutient la réforme qui va permettre d'investir 10 millions d'euros par jour sur les lignes du quotidien, parce que ce sont les classes populaires qui les empruntent. Les classes populaires, ils ne sont pas dans les TGV, les tarifs sont trop prohibitifs pour eux, et ils ne font pas Paris-Lyon. Les classes populaires, ils viennent travailler de banlieue des grandes métropoles dans les centres-villes, et ça, ils ont besoin d'avoir des trains à l'heure avec une qualité de service meilleure. Marc ? Alors, je voulais juste illustrer le débat, parce qu'il y a aujourd'hui les 2/3 des cadres qui soutiennent la politique du gouvernement, seulement un peu plus d'un quart dans les classes populaires. Vous dites ça va être un combat qui va durer longtemps, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je crois qu'Olivier Faure parlait de la France des marchés, mais aussi de la politique de classe. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas le moment de dire là on atteint une rupture entre les deux France? Je ne le crois pas, et on connaît bien les ressorts qu'il y a à gauche comme à droite. Alors à droite, c'est la France des villes contre la France des campagnes, c'est leur nouveau credo, de manière assez étrange. Il y a des villes qui se portent bien, et puis des centres-villes qui vont moins bien, où vous avez de la grande précarité, et puis vous avez des campagnes qui vont pas bien, et puis des campagnes qui vont très bien, parce qu'elles ont fait le choix de l'innovation, et qu'elles ont réussi à se faufiler et à trouver leur chemin dans la mondialisation. Et puis de la même manière, à gauche, ils veulent refaire la lutte des classes, parce que finalement, ce sont leurs vieilles habitudes, c'est ce qu'ils ont toujours connu. Et donc ils essaient de se raccrocher à quelque chose qu'ils ont toujours connu. Mais aujourd'hui, la situation sociale du pays et la représentation sociale du pays est très différente. Et je ne crois pas que ce soit en antagonisant des classes les unes contre les autres. Et quoi? C'est le projet du Parti socialiste, c'est les classes populaires contre les classes moyennes, ou les classes moyennes contre les classes plus aisées? Moi, je ne considère pas qu'il faille raisonner par classe. Ce pays, ce qui le tient, c'est le contrat social qui fait que notre modèle social a tenu la République debout depuis l'après-guerre. Et que ce modèle social qui a été construit en 1945, on est en 2018, il faut l'adapter. Ceux qui vous disent qu'on va garder les choses comme avant, que rien n'a changé, qu'il faut surtout que rien ne bouge, sont ceux qui vont enterrer notre modèle social. Et la mobilisation à la gauche de la gauche, on a vu Jean-Luc Mélenchon lancer un appel à manifester à Marseille le 14 avril, François Ruffin et Benoît Hamon le 5 mai. Est-ce que c'est... Mais Jean-Luc Mélenchon, il rejoue l'élection présidentielle parce qu'il n'a jamais digéré de ne pas être présent au second tour de l'élection présidentielle. Pas. Là, il veut Donc le il est chaos en social. permanence dans la redite, dans la répétition. Il veut rejouer l'élection présidentielle. Il a le sentiment que ça lui a été volé. Il y a un problème avec l'élection. Ça ne lui a pas été volé. Les Français se sont exprimés, ne l'ont pas placé au second tour de l'élection présidentielle et ont exprimé un vote clair au second tour de l'élection présidentielle. Ainsi. Alors, vous avez parlé de la situation dans les quartiers. Donc c'est aussi un des grands chantiers. D'ailleurs, on attend les propositions de Jean-Louis Borloo. Alors, il propose un plan assez fort, à 48 milliards d'euros. Je ne sais pas si la somme vous fera peur, vous qui avez rappelé la rigueur budgétaire. Mais aujourd'hui, 3 ministres, les ministres Pénicaud de Normandie et Mézard, avaient prévu un déplacement en Seine-Saint-Denis pour lancer les emplois francs. Et puis ce déplacement a été annulé. Comment l'expliquer? Je crois qu'il n'y a vraiment pas de oui, c'est reporté clair, simplement. Oui, c'est juste reporté. Il n'y a pas du tout d'intention de remettre. C'est-à-dire qu'il y a une crainte vis-à-vis de ce qui se passe par ailleurs? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, mais ce dont je suis certain, ce que je peux vous confirmer, c'est que les emplois francs 1 sont opérationnels et vont se déployer parce que c'est l'un des engagements qu'avait pris le président de la République dans le cadre de sa campagne. C'est un projet auquel nous croyons beaucoup parce que ça permet d'attacher les droits non plus à une zone géographique, mais à des jeunes et des moins jeunes. C'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps.
On a eu pendant 30 ans des zones franches. Qu'est-ce qui se passait? On implantait des entreprises qui ne payaient pas d'impôts dans des quartiers compliqués et ces entreprises embauchaient des gens qui n'habitaient pas le quartier. Nous, on a décidé non pas d'attacher les droits à la zone, mais à la personne et de faire en sorte que les gens qui habitent dans ces quartiers, eh bien, tout patron qui les embauche puisse bénéficier, s'il y a un CDI par exemple, de 15 000 € sur 3 ans de défiscalisation. Est-ce que Jean-Louis Borloo sera entendu par le chef de l'État quand il propose donc un plan à 48 milliards d'euros? Jean-Louis Borloo, il a, pour lui, d'avoir été un des grands ministres de la ville des 30 dernières années, d'avoir profondément changé le visage de Valenciennes. Et on sait, et les Valenciennois savent ce qu'ils doivent au maire qu'il a été. C'est pour ça qu'il était Donc il est évidemment important d'entendre ce qu'il a à dire. Après, je lui dis, sur l'ANRU, les crédits, on les a doublés déjà, passé de 5 à 10 milliards sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et donc, ce qu'il mettra sur la table, et je n'en ai pas connaissance aujourd'hui, tout sera regardé avec intérêt parce que Jean-Louis Borloo, il a une voix particulière, il a une voix qui porte et puis il a des choses à dire sur la politique de la ville. On peut dire qu'il a une voix qui porte, peut-être une gouaille particulière par rapport à certains ministres techno qui vous entourent, non? Vous trouvez pas? Vous savez, ce procès permanent sur les ministres techno, moi ce que j'observe, c'est que les transformations se font et que ceux dont on avait dit, mais vous savez, sont des ministres de la société civile, eh bien, ils ont permis dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, sur le marché du travail, de faire progresser très rapidement, là où sans doute des ministres très politiques et très aguerris se seraient sans doute cassés les dents. Allez, c'est la troisième partie de l'épreuve de vérité et c'est Lucille Bréau qui va vous poser la question. Cette troisième question, elle porte sur les réformes en cours et à venir. On entend des voix s'élever dans la majorité sur la réforme constitutionnelle, sur le projet de loi Asile et Immigration, des gens qui posent des questions, qui s'interrogent. Est-ce que ça tangue au sein de la majorité? Est-ce qu'il y a des raisons de s'alarmer? Est-ce que là encore, il n'y a pas un signal d'alarme? De la même manière que tout à l'heure, quand il parle d'une seule voix, ce sont des moutons. Et quand il y a des sensibilités qui s'expriment, c'est la fronde. Il peut y avoir peut-être un juste milieu entre le panurgisme généralisé et la fronde permanente. Et donc, vous les encouragez à s'exprimer. Non mais il est normal. Et sur la question du projet de loi Asile-Immigration, Gérard Collomb reçoit les parlementaires depuis des mois. Et il y a des discussions qui se sont engagées entre l'exécutif et le Parlement depuis des mois. Il y a le rapport qui a été remis par Aurélien Taché, jeune parlementaire, sur cette question-là. Et donc, ce dialogue et la présentation du projet de loi qui a été faite, il a été travaillé très en amont avec les parlementaires. Sur la révision constitutionnelle, de la même manière, qu'il y ait des sensibilités qui s'expriment, mais c'est parfaitement légitime. C'est un sujet qui mérite qu'on en débatte. On ne va pas réformer et réviser la Constitution plusieurs fois dans le quinquennat, en tout cas a priori. Et donc, à partant de là, il est légitime que ça suscite des débats qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale avant l'été et puis qui reprendront au Sénat à la rentrée. Alors, je vous arrête, parce que, Benjamin Griveaux, vous ne pouvez pas banaliser comme cela la parole ce week-end de François Bayrou, qui revendique une part de la victoire d'Emmanuel Macron. On va l'écouter, parce qu'il attendait, on le sait, plus de proportionnel, 25%, pas 15%, et la fin pour tous les élus du cumul dans le temps, pas plus de 3 mandats. Et donc, lui, il a son explication à ce qu'il appelle un tour de passe-passe. Tout ça a été fait pour essayer de séduire le groupe LR du Sénat, disons la vérité. Ça, de toute façon, même pas et ça vraiment ne marchera pas. marché, donc, Et ça ne marchera pas. On a sacrifié une partie importante de la réforme pour avoir leur accord, et au bout du chemin, on n'aura pas leur accord et on n'aura plus la réforme. C'est pourquoi il va falloir intervenir de manière décisive pour changer ça. Alors, le voilà bien remonté sur son cheval. J'ai bien repris le projet que le président de la République a porté dans le cadre de la campagne présidentielle. Ce projet disait quoi? Baisser d'environ 30% le nombre de parlementaires. C'est ce qu'il y a sur la table. Donc il n'y a pas de trahison, on n'a pas escamoté la promesse. Il disait pas plus de 3 mandats dans le temps en termes de cumul. C'est le projet qu'il y a sur la table. Nous n'avons donc pas escamoté la promesse. Et il disait une dose de proportionnel. Une dose. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'engagement sur un chiffre pendant la campagne, mais pour une raison simple. C'est que c'est un sujet à manier avec précaution, vous le savez, qui doit être à l'écoute des différents groupes parlementaires. Et on a entendu ce qui a été dit à l'Assemblée nationale, ce que le président de l'Assemblée nationale a porté dans le projet qu'il a proposé, ce qu'a dit le président du Sénat. Et on a considéré que 15% permettait de respecter cette dose de proportionnelle. Ça fait, si on a la baisse de parlementaires à 404 députés, parmi ces 404 députés, 61 seront élus à la proportionnelle. Ça permet aux minorités ou aux groupes
parti politique peu représenté à l'Assemblée, d'avoir une meilleure représentation et en même temps d'avoir une vraie stabilité auquel, je crois, nos concitoyens sont très attachés, parce que la Ve République a des défauts, mais si elle a une qualité, c'est de permettre de dégager des majorités stables qui permettent de gouverner le pays. Et donc, c'est dans cet équilibre-là que cela s'est fait, en écoutant les uns et les autres et en respectant les engagements qu'avait pris le président de la République. Bayrou, il n'y a pas de négociation, ce ne sera pas 25% comme vous le voulez, on reste à 15% en fait, si on vous entend. Mais ça n'est pas... on ne modifie pas la Constitution... avec des négociations d'arrière-boutique. C'est pas vraiment, ça bougera pas. Vraiment le sujet. Ça ne bougera pas. Ça bougera pas. C'est pas vraiment le sujet. Mais en revanche, j'entends aussi que cette réforme cette révision constitutionnelle, elle ne se limite pas à ça. Il y a plein d'autres choses dedans, sur la manière dont va travailler le Parlement. Et je sais que François Bayrou, qui est un démocrate et qui l'a démontré à de maintes reprises, est très attaché, par exemple, à ce que le Parlement puisse mieux contrôler, puisse mieux évaluer le travail du gouvernement, et qu'il y a là aussi des sujets. Alors, il y a les sujets qui sont intéressants pour les plateaux télé, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont traités dans cette révision, et où je suis sûr que François Bayrou nous apportera sa sagesse et son expérience. Deux questions précises justement sur le contenu de la réforme. La droite, à l'inverse, dit 30% de baisse de parlementaires, c'est trop. Est-ce que ça aussi, c'est acté, ça ne bougera plus? Est-ce que ça peut être encore 25? Et un deuxième volet, vous évoquiez le cumul dans le temps, le renouvellement des mandats. Très vraisemblablement, donc non seulement vous aviez introduit dans cette mesure que c'est des mandats consécutifs, mais probablement que le compteur commencera que maintenant, donc elle ne s'appliquera que dans 20 ou 15 ou 20 ou 25 ans. Est-ce que c'est vraiment l'esprit Macron? Mais vous savez, l'esprit Macron, c'est à la fois de transformer et c'est de ne pas braquer en face. Et les 30%, c'est l'engagement qu'avait pris le président de la République. Et il faut, et d'ailleurs le président du Sénat l'a mis dans le débat en disant qu'il faut qu'il puisse y avoir un sénateur par département. C'est plutôt quelque chose auquel on a été sensible et qui est juste. Moi, je ne saurais pas expliquer demain qu'on ait un département où il n'y ait pas de sénateur. Je trouve ça compliqué en termes de représentation de certains territoires et donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et sur les trois mandats cumulés dans le temps, sur les 30%, c'est l'engagement qu'avait pris le président de la République devant les Français. Pareil, je crois que les Français ont tranché sur cet engagement. Et sur le reste, à nouveau, on va pouvoir discuter. Ça arrive à l'Assemblée nationale avant l'été. Il y aura un vote avant l'été. Le Parlement est là pour en débattre. C'est un sujet qui mérite qu'on y passe du temps et qu'on ait un débat de bonne qualité, ce dont je ne doute pas ni à l'Assemblée ni au Sénat d'ailleurs. Sur les sujets où il pourrait y avoir un référendum, est-ce que l'idée est encore dans l'air? Est-ce qu'il pourrait être accolé au scrutin des européennes qui est prévu pour mai 2019? On entend aussi cette idée. Pour l'instant, le débat va s'engager à l'Assemblée nationale, donc chaque chose en son temps. On souhaite, nous, qu'on puisse avancer au maximum et passer par la voie parlementaire. Sur la limitation des 3 mandats dans le temps, est-ce que cette règle demain pourrait s'appliquer au chef de l'État qui est limité à 2 aujourd'hui? Vous avez vu la suggestion, la réflexion, peut-être la proposition d'un très proche comme vous d'Emmanuel Macron, c'est le sénateur François Patriat. On m'a soufflé que c'était le 1er avril et donc nous ne reviendrions pas sur le fait que le président de la République en France soit limité à 2 mandats dans le temps. Mais comme quoi, ceux qui avaient voté cette réforme sans aucun état d'âme en disant que 2 mandats présidentiels suffisaient sont les mêmes qui parfois considèrent qu'il faut pouvoir aller au-delà de 3 mandats dans le cadre de mandats locaux, dont je rappelle que ça ne concerne pas les villes en dessous de 9000 habitants. Alors, ce qui est important. Bien sûr, à propos d'élections, Lucile évoquait les européennes. Après, il y aura les municipales, Benjamin Griveaux, et je constate que vos activités de porte-parole du gouvernement ne vous empêchent pas de participer à de multiples réunions dans la capitale. Écoutez, il se trouve que avant d'être membre du gouvernement, j'ai été élu député de Paris du 3e et 10e arrondissement de Paris. Donc il m'arrive effectivement d'être présent dans le débat parisien, mais il m'arrive aussi d'être présent... Au-delà des frontières de votre arrondissement, le 3e notamment. Oui, vous savez, moi, les frontières d'arrondissement, j'essaie d'expliquer que Paris doit dépasser ses propres frontières. Ça n'est pas pour recréer les frontières d'arrondissement à l'intérieur de Paris. Et donc j'ai été présent sur un débat qui me tient à cœur, qui est la question de l'ouverture dominicale. Et où moi je considère qu'il serait sans doute utile et souhaitable, et d'ailleurs les échanges avec les différentes associations de commerçants ou les grands opérateurs de la place de Paris me laissent penser qu'ils sont plutôt favorables à l'idée que chacun puisse avoir la liberté d'ouvrir ou pas le dimanche, et que Paris est en soi une zone touristique. Vous avez d'autres projets comme ça pour Paris ? La première destination touristique au monde. Vous avez d'autres projets comme cela pour la capitale ? Mais tout comme les parlementaires de La République En Marche foisonnent de projets pour Paris.
Est-ce que les commerçants que vous rencontrez sont ouverts à l'idée d'avoir un candidat En Marche et plutôt pas le scénario? Alors, je vais vous dire une chose, il ne me parle pas de savoir qui va être candidat à quoi, mais plutôt de est-ce que ça génère du chiffre d'affaires, comment est-ce qu'ils vont pouvoir embaucher des gens, et notamment les petits commerçants, parce que vous avez des problèmes de seuil. C'est de ça dont on parle, et franchement, assez peu de savoir qui sera candidat sous les couleurs de la République En Marche en 2020. Une alliance avec Anne Hidalgo, c'est définitivement exclu dans votre esprit? Si on raisonne en se disant qu'il faut faire des alliances et des coalitions, ça veut dire qu'on a déjà réglé le problème du projet. Les Parisiens, ça ne les intéresse pas les alliances, ça ne les intéresse pas les coalitions, les arrangements d'appareils, comme on a fait depuis très très longtemps dans le pays. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est le projet qui sera porté par la République En Marche dans la capitale, et puis au-delà de la capitale, dans les grandes métropoles, et puis dans le rapport entre Paris et les territoires voisins, entre la Seine-Saint-Denis, avec le Val-de-Marne, avec les Hauts-de-Seine, avec la Petite Couronne. Comment est-ce que ça va s'organiser? C'est ça qui intéresse les Parisiens. Et le reste, franchement, assez peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui vous intéresse. Benjamin Griveaux, vous avez été élu avec un score très impressionnant dans votre arrondissement. Emmanuel Macron a fait un très gros score dans la capitale. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'effectivement, il doit y avoir une alternance à Paris, à l'hôtel de ville? Christophe Castaner l'a dit, moi, je considère il a parlé de la nécessité, d'un besoin d'alternance. Il faut juger, je demande aux Français de juger l'action du gouvernement à l'issue du quinquennat. Je leur demande ça. Donc je vais être honnête intellectuellement. Je ne vais pas dire aux Français, vous jugerez le quinquennat à l'issue du quinquennat et juger le mandat de la maire de Paris qui a été réalisé aux 2/3. Donc il lui reste un tiers. J'aurai sans doute un avis que j'exprimerai bien volontiers avant le mois de mars 2020 sur le bilan de sa mandature. Mais voilà, il faut qu'elle puisse aller au bout de son mandat et ensuite les Parisiens trancheront. D'accord. Elle a fait des bonnes choses à Paris, Anne Hidalgo? Mais bien sûr, vous savez, il ne faut pas être dans tout blanc ou tout noir, et parce que vous n'êtes pas dans la même formation politique, considérer que tout ce qui a été fait a été mal fait. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à maintes reprises que l'objectif qu'elle a poursuivi sur la question de la baisse de la pollution atmosphérique dans Paris était le bon objectif. J'ai dit je pense qu'il n'était pas souhaitable de rouvrir les voies sur berge, parce que voilà, il ne faut pas revenir sur ce type de décision, mais qu'en revanche, sur la méthode qui avait été employée, eh bien, il fallait sans doute avoir une méthode plus proche des territoires limitrophes, avec de la concertation, qu'on ne prenait pas des décisions de matière unilatérale dans le centre de Paris, sans imaginer que ça ait des répercussions pour tous les Franciliens. Voilà, il faut que Paris, la frontière naturelle qu'est le périphérique, tombe. Il y a donc plusieurs événements médiatiques cette semaine. Il y a les 2 prises de parole du chef de l'État dans 2 émissions, donc on l'a dit, sur TF1 et sur BFM TV. Et puis il y a la sortie en librairie du livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir. Selon vous, Benjamin Griveaux, est-ce qu'il y a une leçon de pouvoir à tirer du quinquennat précédent? Sans doute, le président Hollande a-t-il été un président empêché? Mais parce que, peut-être par manque de clarté dans le projet politique qu'il a présenté dans le cadre de l'élection présidentielle, n'a-t-il pas su maintenir une majorité autour de ce projet? Parce que le projet a changé. Et quand vous mettez en place un projet politique sur lequel vous n'avez pas été élu, que ça suscite des interrogations, parfois de l'affront dans votre propre camp, eh bien, fait que vous avez une présence empêchée. Donc de la clarté, de l'autorité aussi face à d'éventuels fraudeurs, parce qu'on a compris que vous les évoquiez. D'ailleurs, vous avez utilisé le mot tout à l'heure. C'est une question d'empêchement. Une question d'empêchement. Une question d'empêchement, mais voilà, moi je vais lire les leçons de pouvoir. Si l'ancien président de la République me les envoie, je les lirai avec grand plaisir. Bien sûr, écoutez, vous pourrez aussi acheter le livre en librairie. Tous ses proches disent, de toute façon, il n'a qu'un rêve. François Hollande, c'est revenir. Vous lui donnez une chance de revenir, vous, dans le jeu politique? Vous savez, les Français sont, dans ce domaine-là, et en matière d'élection, les seuls juges. Merci beaucoup, Benjamin Griveaux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir réagi aux nombreux sujets d'actualité, effectivement, qui interpellent le gouvernement. Merci, Lucille, merci, Marc. La semaine prochaine, c'est Éric Ciotti de Lutte ouvrière, les Républicains, excusez-moi, de LR, qui sera notre invité et qui pourra taper à cœur joie sur le projet de Gérard Collomb, dont vous avez défendu son projet de loi. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Bonsoir.